Bonjour, nous débutons aujourd'hui une série de 5 cours consacrés à la Terre et au système solaire dans l'univers. Le propos de cette série de cours est de situer notre planète dans ce vaste univers en insistant sur sa spécificité. Mais non pas en nous contentant de regarder de belles images ou de donner beaucoup de valeurs numériques, mais en expliquant vraiment et en démontrant les méthodes qui ont pu être utilisées pour arriver à cette connaissance. C'est-à-dire que nous allons utiliser des concepts d'astrophysique, des concepts de géophysique externe, pour appréhender des réalités qui sont bien trop éloignées dans l'espace et par là même dans le temps, pour être directement connues. J'ai dit nous allons avoir une série de 5 cours. Nous allons tout d'abord poser le sujet, c'est-à-dire définir des échelles de distance dans l'univers et déjà quelques petits concepts physiques très simples. Puis, dans un second cours, nous verrons quelles sont vraiment les méthodes de l'astrophysique qui nous permettront de mieux connaître les étoiles et en particulier notre étoile Soleil, d'où vient toute l'énergie dans le système solaire. Le troisième cours sera en quelque sorte un cours de géographie du système solaire dans lequel nous étudierons les différents objets qui constituent le système solaire et nous ferons une étude de planétologie comparative puisque les mêmes phénomènes physiques vont arriver à des résultats comparables. Le quatrième cours sera un cours sur l'histoire de ce système solaire. Là encore, les méthodes que nous aurons développées nous permettront de remonter à l'origine du système solaire et de décrire son évolution. Et enfin, le dernier cours sera consacré plus spécifiquement à la Terre et à son environnement, c'est-à-dire la biosphère, son atmosphère, les relations entre le Soleil et la Terre et l'interaction avec les autres objets du système solaire. Nous allons donc voir essentiellement les objets de l'univers en appréhendant la distance de ces objets, distance qui est d'ailleurs mesurée par des grandeurs comme l'unité astronomique, l'année de lumière ou encore le parsec. Ces objets sont très différents. Il est fréquent d'entendre parler d'étoiles filantes, de satellites, de planètes, d'étoiles, de supernovas, de galaxies, de quasars. Tous ces objets sont à des distances extrêmement différentes les uns des autres et précisément nous allons chercher à organiser cet univers. Une façon simple, naïve de se représenter les choses et tout de même réaliste, c'est de se dire que l'univers est constitué de 3 boîtes incluses les unes dans les autres. Et précisément c'est le plan que nous allons suivre. Tout d'abord le système solaire avec le Soleil, la Terre, les planètes, qui est des centaines de milliers de fois plus petit que la galaxie, c'est-à-dire notre galaxie, avec les étoiles visibles, avec la plupart des nébuleuses, et elle-même qui est tellement plus petite que le vaste univers, constitué de galaxies et même d'objets plus exotiques encore. Premier domaine dans l'exploration de l'univers, le système solaire. Il est usuel de dire depuis les débuts de l'exploration spatiale vers 1960 que le système solaire constitue la grande banlieue de la Terre. Il faut toutefois garder bien présent à l'esprit que les dimensions dans le système solaire sont déjà considérables et que son exploration par des engins spatiaux représente une entreprise extrêmement complexe. Partons donc de la Terre. La Terre, nous savons tous que c'est en première approximation une sphère dont le rayon est de l'ordre de 6400 km. Aujourd'hui, les techniques de géodésie spatiale permettent de connaître avec précision la forme de la Terre. Nous retiendrons simplement que la Terre, en première approximation, est un ellipsoïde aplati avec un rayon équatorial qui est légèrement plus grand que le rayon polaire. Et évidemment, si la Terre est aplatie, c'est parce qu'elle constitue un objet fluide en rotation rapide, en un jour, autour de l'axe des pôles.
Sur une figure, on va classiquement voir que l'axe des pôles est incliné. Tout ceci parce que l'équateur, perpendiculaire à l'axe des pôles, est lui-même incliné d'environ 23 degrés par rapport au plan orbital de la Terre, l'écliptique. Donc, notre Terre, dont nous allons partir pour cette exploration du système solaire, est entourée d'une atmosphère gazeuse. Cette atmosphère est facilement perceptible à faible altitude, mais elle s'élève très haut dans l'atmosphère et même au-delà de 100 km d'altitude. Évidemment, plus on va s'élever dans l'atmosphère, plus la densité va décroître, plus la pression atmosphérique va décroître. Et même au-delà de 100 km d'altitude, on va pouvoir observer des phénomènes optiques qui vont témoigner de la présence de cette atmosphère. Premier phénomène, les étoiles filantes. Un spectacle assez familier qui provient en fait de l'arrivée sur les couches denses de l'atmosphère de la Terre, entre 150 et 100 km d'altitude, de toutes petites particules d'origine extraterrestre, des petites particules solides de l'ordre de 1 mm de diamètre environ. Et lorsque ces petites particules arrivent avec grande vitesse sur l'atmosphère, elles s'échauffent et produisent cet effet lumineux. On voit toutes les étoiles filantes qui semblent provenir de la même région du ciel. C'est uniquement un effet de perspective. Ainsi, les étoiles filantes qu'il est fréquent de voir au mois d'août entre le 10 et le 15 août sont appelées les Perséides parce qu'elles semblent provenir de la constellation de Persée. Second phénomène, les aurores boréales ou australes. Comme leur nom l'indique, elles ne sont visibles que dans des régions polaires, à haute latitude, nord ou sud, en toute rigueur, haute latitude géomagnétique. En effet, les aurores proviennent de l'interaction avec la haute atmosphère de la Terre, entre 300 et 200 km d'altitude, de petites particules énergétiques, des électrons, des atomes hydrogène, qui se trouvent piégés le long des lignes du champ magnétique de la Terre. Et ces particules énergétiques elles-mêmes viennent en fait du vent solaire, parce que le Soleil nous envoie non seulement de la lumière, mais des particules énergétiques. La plupart d'entre elles sont bloquées par une onde de choc qui se trouve à peu près à 100 000 km de la Terre du côté du Soleil, et quelques-unes, comme je le disais, descendent le long des lignes du champ magnétique à très haute altitude dans les régions polaires. Beaucoup plus haut que les aurores, nous arrivons vers la Lune, le satellite naturel de la Terre, dont la distance moyenne est de l'ordre de 380 000 km. Quand nous regardons la Lune, nous la voyons telle qu'elle était il y a un peu plus d'une seconde. En effet, la lumière se propage à environ 300 000 km par seconde, donc pour décrire ce chemin de 380 000 km, il lui faudra 1 seconde, 3. Il est intéressant de remarquer que nous voyons pratiquement toujours la même phase de la Lune. C'est parce que la Lune tourne avec un mouvement dit de rotation synchrone, c'est-à-dire que sa période de révolution est comparable à sa période de rotation autour de son axe, ce qui fait pratiquement 29 jours. C'est un phénomène de résonance qui produit cet effet alors que la Lune décrit son orbite en passant par les phases qui nous sont familières de nouvelle Lune, premier quartier, pleine Lune et dernier quartier. Bien plus haut que la Lune, bien plus loin, le Soleil, notre étoile. Sa distance moyenne à la Terre est de l'ordre de 150 millions de kilomètres, 149,6 millions de kilomètres pour être un peu plus précis. Le Soleil est un astre de très grande dimension, 700 000 km de rayon à comparer aux 6400 km de rayon de la Terre dont on parlait tout à l'heure. Et cette distance considérable de 150 millions de kilomètres, eh bien, on l'utilise comme une unité de mesure dans le système solaire. C'est ce qu'on appelle l'unité astronomique, UA en abrégé. Et on peut se rappeler que la lumière, pour parcourir une unité astronomique, va mettre environ 8 minutes, le temps que met la lumière pour aller du Soleil à la Terre. La Terre, évidemment, décrit son orbite autour du Soleil, orbite qui, sur la figure, est représentée de façon beaucoup plus allongée qu'elle ne l'est en réalité pour la compréhension du problème. Et nous allons en profiter pour faire quelques rappels sur les ellipses. Une ellipse, donc par exemple, décrite par la Terre avec le Soleil au foyer,
une ellipse va être caractérisée par deux grandeurs. Tout d'abord, la longueur du grand axe, qu'on appellera 2A. La longueur du grand axe, c'est la longueur de cet axe le plus allongé. Et ici, indiquons-la, donc 2A. Et puis, l'ellipse va aussi être caractérisée par son excentricité. L'excentricité, petit e, c'est le rapport petit c sur A de la distance entre le centre de l'ellipse O et le foyer, cette longueur petit c, au demi-grand axe, ce qui veut dire que l'excentricité est une grandeur sans dimension. Si nous définissons l'excentricité et le demi-grand axe, c'est essentiellement pour pouvoir caractériser la distance au périhélie. Périhélie, du grec péri, proche, hélios, soleil, c'est le point le plus proche du soleil sur l'orbite. Ici, le point A. Et cette distance au périhélie, eh bien donc SA, elle est égale à OA moins OS, ce qui nous fait donc petit a moins OS, c'est petit c, c'est-à-dire encore EA, c'est-à-dire petit a, facteur de 1 moins E. Et de même, nous pouvons définir la distance à l'aphélie. Alors l'aphélie, c'est le point le plus éloigné sur l'ellipse, A' ici, et nous allons avoir SA' qui est égal à OA' plus OS, c'est-à-dire à A, facteur de 1 plus E. Eh bien, nous pouvons maintenant faire une application numérique, appliquer ces formules au cas de la Terre. Pour la Terre, nous avons vu que petit a est égal à 149,6 millions de kilomètres, ou 1,496 10 puissance 11 mètres pour travailler en système international, cependant que E, l'excentricité, l'excentricité est très faible, elle est de 0,0167. Et le résultat du calcul que vous avez pu faire, c'est donc que SA, la distance au périhélie, est de l'ordre de 147 millions de kilomètres, cependant que SA' est de l'ordre de 152 millions de kilomètres. Alors, ce qu'on peut signaler à ce propos, c'est que la Terre passe à son périhélie, le point le plus proche du Soleil, au début du mois de janvier, alors qu'elle passe à son aphélie, le point le plus éloigné, au début du mois de juillet. Et cela signifie que les variations thermiques, les effets saisonniers, sont moins marqués dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Mais évidemment, ce qui va piloter en priorité la température d'une planète, c'est sa distance au Soleil. Et précisément, nous allons maintenant démontrer comment varie la température avec la distance au Soleil. Intéressons-nous tout d'abord à l'énergie que la planète reçoit du Soleil. Le Soleil émet des ondes sphériques et l'énergie reçue va donc varier en 1 sur R2, où R est la distance au Soleil, puisque cette énergie va varier en 1 sur la surface des sphères. L'énergie réémise par la planète, E', l'énergie réémise par la planète est de la forme sigma E' égale sigma T4. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Stéphane, qui se démontre en thermodynamique. Et T, grand T,
c'est la température absolue qui est mesurée en Kelvin avec la relation T en Kelvin égale petit t usuel en degrés Celsius plus pratiquement 273. Alors maintenant, en première approximation, nous allons supposer que l'énergie reçue est égale à l'énergie réémise. Nous en déduisons immédiatement que T4 égale C sur sigma 1 sur R2. Ou encore que T, si je prends la racine quatrième, égale C sur sigma à la puissance 1 quart que multiplie 1 sur racine carrée de R. Cette formule est évidemment valable aussi pour la planète Terre. La température, en première approximation, la température absolue de la Terre, c'est sur sigma à la puissance 1 quart, 1 sur racine carrée de la distance de la Terre au Soleil. Cette distance de la Terre au Soleil est de l'ordre de une unité astronomique. On vient de le voir. Donc, on en déduit immédiatement que, en première approximation, la température absolue d'une planète va varier comme température absolue de la Terre sur racine carrée de la distance de la planète au Soleil mesurée en unité astronomique. Et donc, plus les planètes sont éloignées du Soleil, plus leur température va être faible, comme 1 sur racine carrée de leur distance. Alors précisément, quelles sont les distances des planètes au Soleil? Eh bien, on peut, pour simplifier les choses, parler tout d'abord des planètes telluriques, relativement peu éloignées du Soleil, et des planètes géantes plus éloignées du Soleil. Les planètes telluriques, comme la Terre, du mot tellus, terre en latin, sont dans l'ordre de leur distance croissante au Soleil. Mercure, qui est environ à 0,4 unité astronomique du Soleil, puis vient Vénus, la Terre et Mars. Mars, on pourrait dire l'archétype des planètes telluriques. Beaucoup plus loin vont se trouver les planètes géantes, qui sont des objets de plus grande dimension, essentiellement constitués d'hydrogène et d'hélium. Et l'archétype des planètes géantes, c'est un petit peu Saturne, qu'on reconnaît bien avec son bel anneau. Et les planètes géantes, dans l'ordre de leur distance croissante au Soleil, eh bien, ce sont tout d'abord Jupiter, à 5,2 unités astronomiques du Soleil, puis Saturne, puis Uranus, puis Neptune. Donc les distances des planètes au Soleil nous permettent de connaître leur température, et nous allons maintenant voir que les distances des planètes au Soleil nous permettent également de connaître leur période orbitale, le temps qu'elles mettent pour parcourir leur orbite autour du Soleil. Et précisément, ça, c'est ce que l'on peut calculer à partir des lois de Kepler. Les lois de Kepler, en fait, sont une conséquence de la loi de la gravitation universelle de Newton. Donc, conséquence de la gravitation universelle, dans un cas particulier que l'on voit en mécanique de ce qu'on appelle le problème à deux corps avec un mouvement à force centrale. Donc, le cas de deux objets isolés dans l'espace, l'un de masse grand M, beaucoup plus élevé que l'autre. Alors évidemment, ce qu'on va trouver, c'est que le mouvement se fait le long d'une ellipse, selon la loi des airs. La loi des airs, ça veut essentiellement dire que la vitesse au périhélie va être beaucoup plus grande que la vitesse à l'aphélie. Et enfin, selon la loi dite troisième loi de Kepler, A3 sur P2 égale constante. A, c'est évidemment la longueur du demi-grand axe. Et P, c'est la période orbitale.
Cette constante est égale à Gm sur 4pi au carré, où G est la constante de la gravitation universelle, qui en système international est de l'ordre de 6,67 10 puissance moins 11. M, dans le cas du problème qui nous intéresse pour le système solaire, c'est la masse du Soleil, qui est de l'ordre de 2 10 puissance 30 kg. Alors si au lieu de travailler uniquement en système international, on choisit d'autres unités, et on choisit de déterminer, de mesurer la distance au Soleil en unité astronomique et la période en années, eh bien on peut appliquer évidemment la relation à la Terre avec AT égale une unité astronomique par définition, avec PT égale 1 an, et on voit immédiatement que la constante, dans le cas des objets qui gravitent autour du système solaire et avec ces unités, est égale à 1. Eh bien, je vous propose un petit exercice d'application à ce propos. Calculer la période orbitale de diverses planètes. Mercure, par exemple. Mercure, nous l'avons dit tout à l'heure, est à 0,4 unités astronomiques du Soleil, 0,39 pour être un petit peu plus précis. Et si vous faites l'application numérique, vous trouvez immédiatement que sa période n'est que de 88 jours. Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Prenons maintenant Pluton. On n'en a pas encore parlé. Une petite planète, très éloignée du Soleil. Son demi-grand axe est égal à 39,4 unités astronomiques. Application numérique. Pour Pluton, nous pouvons trouver une période orbitale, cette fois-ci considérable, de 248 années. Nous venons donc de mentionner le cas de Pluton, et précisément, ça nous amène tout naturellement à parler des petites planètes, qu'on appelle encore parfois des astéroïdes. Ces petites planètes sont, pour la plupart, situées entre l'orbite de Mars et entre celles de Jupiter. Il existe néanmoins des petites planètes plus proches du Soleil qui coupent parfois l'orbite de la Terre. On les appelle géocroiseurs. Il existe également des petites planètes beaucoup plus éloignées du Soleil qui vont se trouver, par exemple, au-delà de l'orbite d'Uranus ou de Neptune. Et Pluton, la plus considérable d'entre elles, en constitue précisément un très bon exemple. Plus loin encore, dans le système solaire, nous avons de toutes petites planètes assez particulières qu'on appelle les comètes. Ces petites planètes se déplacent sur des orbites très allongées, ce qui veut dire qu'elles vont être très froides, très loin du Soleil à leur aphélie, et très chaudes, beaucoup plus près du Soleil à leur périhélie. Et quand elles se rapprochent du Soleil, à leur périhélie, eh bien, elles vont développer une atmosphère passagère de gaz, de poussière, et cette atmosphère va s'échapper dans la direction opposée à celle du Soleil en donnant naissance à leur queue spectaculaire de poussière et de particules ionisées. Et ces objets qui peuvent être très spectaculaires, près du Soleil, proviennent de régions très lointaines du système solaire, proviennent de la ceinture de Kuiper entre 30 et 100 UA de distance au Soleil et proviennent même de certaines d'entre elles du nuage de Oort, dont la distance au Soleil est estimée être de l'ordre de 20 000 à même 100 000 unités astronomiques du Soleil. Nous abordons maintenant le second domaine dans l'univers, notre galaxie, avec son cortège d'étoiles et de nébuleuses. Évidemment, il n'existe pas une frontière fixe entre le système solaire et la galaxie. Nous parlions il y a quelques instants de Pluton.
la planète la plus éloignée, à 40 unités astronomiques du Soleil. Nous pouvons aussi parler de l'héliosphère, la frontière du vent solaire, qui est à 100 unités astronomiques du Soleil. Et si nous parlons des confins dans lesquels existe encore une influence gravitationnelle du Soleil, eh bien nous allons arriver à 100 000 unités astronomiques avec les objets du nuage de Oort. Alors dès qu'on aborde ces confins du système solaire, dès qu'on aborde la galaxie, on voit que les distances deviennent encore plus considérables et l'unité astronomique, la distance moyenne de la Terre au Soleil, n'est plus vraiment la meilleure unité. On va donc définir de nouvelles unités et tout d'abord l'année de lumière, parce que le temps mis par la lumière pour venir de ces objets se chiffre en années, en dizaines, en centaines d'années de lumière. Ce qu'on appelle l'année de lumière, évidemment, c'est la distance parcourue par la lumière en un an. Et l'abréviation de l'année-lumière sera AL. Sachant que c'est la vitesse de la lumière est de l'ordre de 300 000 km par seconde, eh bien, une année-lumière, je vous laisse faire le calcul, et il est très rapide, une année-lumière, ça va correspondre à 9,46 10 puissance 15 mètres, ou encore, aussi bien, à 63 240 unités astronomiques. Il existe une autre unité que l'on va également, et je dirais presque indifféremment, utiliser pour la galaxie, c'est le parsec. Alors cette unité ne représente plus le temps mis par la lumière pour nous arriver, mais représente le petit déplacement de la direction d'une étoile, d'un astre, alors que la Terre décrit son orbite autour du Soleil. Imaginons un astre qui est ici. Quand la Terre est en T, cet astre nous apparaît sous une certaine direction. 6 mois plus tard, alors que la Terre est en T', l'astre nous apparaît sous une autre direction. Eh bien, c'est sur ce concept que repose la notion de parsec. Le parsec, c'est la distance à laquelle serait un astre dont la parallaxe serait égale à 1 seconde d'arc. Et évidemment, si ça s'appelle parsec, c'est parce que parallaxe, seconde. Alors, qu'est-ce que c'est l'angle de parallaxe ? C'est l'angle tout petit, extrêmement petit. La figure n'est évidemment pas à l'échelle. Les étoiles sont très loin de nous. L'angle P, très petit, sous lequel, depuis l'astre, on verrait la distance moyenne Soleil-Terre. Nous avons donc tangente P, qui d'ailleurs, puisque l'angle est très petit, est voisin de P exprimé en radian, qui est égal à ST, la distance Soleil-Terre, divisé par D, D qui est donc la distance de l'astre. Alors par ailleurs, ce qu'on appelle seconde d'arc. Une seconde d'arc, c'est la 3600e partie d'un degré. C'est-à-dire c'est la 60e partie d'une minute d'arc qui elle-même est la 60e partie d'un degré. Une seconde d'arc, je peux donc encore dire que c'est 1 sur 3600 que multiplie pi sur 180 pour l'exprimer en radians. Et on trouve donc immédiatement 1 sur 3600 que multiplie pi sur 180 qui est égal à ST sur 1 parsec. Et je vous laisse faire la conversion.
À partir du moment où on exprime ST, la distance moyenne Terre-Soleil, l'unité astronomique en mètres, eh bien on va trouver tout simplement que 1 parsec, c'est égal à 3,086 10 puissance 16 mètres, ou encore égal à 3,262 années de lumière. Donc, en première approximation, nous pouvons retenir que 1 parsec est de l'ordre de 3 années de lumière. Sirius est l'étoile la plus brillante de notre ciel, à 8,8 années-lumière. Proxima du Centaure, comme son nom l'indique, est l'étoile la plus proche de notre système solaire. Elle se situe dans la constellation du Centaure, essentiellement visible dans l'hémisphère sud. Et cette étoile est à environ 4,3 années de lumière, ou encore 1,3 parsec de nous. Alors toutes ces étoiles et les nébuleuses qui les entourent constituent notre galaxie. Notre galaxie, c'est un volume aplati, un immense disque dont la dimension est de l'ordre de 100 000 années de lumière. Et notre système solaire ne se trouve pas en plein milieu de ce disque, il se trouve latéralement, à peu près à 30 000 années de lumière du centre de la galaxie. Et bien sûr, lorsque par une belle nuit, nous voyons apparaître dans le ciel la Voie lactée, eh bien, simplement, nous voyons la région la plus dense de ce disque par la tranche. Et nous abordons maintenant le vaste univers, dernier domaine, cet univers bien au-delà de toutes les étoiles visibles et des nébuleuses de notre galaxie, cet univers lui-même constitué de galaxies extérieures. Parmi les galaxies extérieures, il en est qui sont visibles pratiquement sans instrument, à l'œil nu, pourvu que les conditions d'observation soient excellentes. Les nuages de Magellan, par exemple, qui sont à 200 000 années-lumière environ de notre système solaire et qui sont essentiellement visibles dans des régions de basse latitude. Et puis aussi la belle galaxie d'Andromède, M31, dans la classification du catalogue de Messier, qui est environ à 2 millions d'années-lumière de nous. Au-delà, il y a une multitude de galaxies qui sont invisibles à l'œil nu, comme par exemple la belle galaxie M51 dans la constellation des chiens de chasse. Regarder tous ces objets, c'est recevoir les ondes électromagnétiques qu'ils nous ont envoyées il y a bien longtemps déjà. Observer ces objets, c'est donc regarder dans notre passé. Lorsque nous regardons le centre de notre galaxie, dans la région du Sagittaire, nous pouvons, avec des instruments, détecter le rayonnement très énergétique qui a été émis par le centre de notre galaxie il y a environ 30 000 ans. Lorsque nous regardons le grand nuage de Magellan, nous le voyons tel qu'il était il y a 200 000 ans. En 1987, quand a été découvert l'explosion d'une supernova dans ce grand nuage de Magellan, l'explosion s'était en fait, si je puis dire, produite près de 200 000 ans plus tôt. Et lorsque nous regardons la galaxie M51, évidemment, nous la voyons telle qu'elle était il y a 12 millions d'années. J'ai parlé il y a quelques instants d'ondes électromagnétiques émises par les objets astronomiques que nous observons. Ce concept est évidemment lié à l'aspect ondulatoire de la lumière. Une onde électromagnétique que nous allons supposer monochromatique, c'est-à-dire à une couleur donnée, pour simplifier, peut être représentée par ce genre de petites sinusoïdes. Et on peut définir la longueur de l'onde, lambda, représentée ici par cette distance. Typiquement, la longueur d'onde pour la couleur rouge est de l'ordre de 0,7 micromètre,
millionième de mètre. Et pour la lumière violette, elle est encore plus petite, de l'ordre de 0,4 micromètre. On peut d'ailleurs indifféremment parler de longueur d'onde ou de fréquence, en appelant C la vitesse de la lumière dans le vide, dont nous avons déjà parlé. Nous avons F qui est égal à C sur lambda. Eh bien, les ondes électromagnétiques qui se propagent présentent une propriété intéressante qui est d'ailleurs très comparable à celle qui s'appelle effet Doppler pour les ondes acoustiques. Nous avons déjà observé que lorsque un véhicule est en déplacement et qu'il émet des ondes acoustiques, la fréquence de l'onde qu'il émet change suivant qu'il se rapproche ou qu'il s'éloigne de nous. Il en va de même pour les ondes électromagnétiques et c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler-Fizeau. Effet Doppler-Fizeau. Soit donc une source qui présente une vitesse radiale V. Ici notre source, là l'observateur, une certaine vitesse grand V, la vitesse radiale étant la projection sur la ligne de visée de la vitesse grand V. Si la source se rapproche, alors la longueur d'onde lambda émise par la source diminue. C'est-à-dire, en quelque sorte, que l'onde va prendre ce genre d'aspect. Si la source, au contraire, s'éloigne, alors la longueur d'onde augmente. Et l'onde va prendre ce genre d'aspect. Et la relation qui caractérise cet effet s'écrit de façon simplifiée delta lambda sur lambda égale V sur C. J'ai dit de façon simplifiée, cette relation est vraie si V est beaucoup plus petit que C, la vitesse de la lumière. Il y a une forme générale qui va s'écrire delta lambda sur lambda égale 1 plus V sur C à la puissance 1/2 divisé par 1 moins V sur C à la puissance 1/2 moins 1. Et je vous laisse vérifier à titre d'exercice que lorsqu'on n'a plus des vitesses relativistes, lorsque la vitesse est petite par rapport à la vitesse de la lumière, lorsque V sur C peut être considéré comme un infiniment petit, alors simplement, en écrivant des développements limités aussi bien au numérateur que au dénominateur, on retrouve l'expression classique de l'effet Doppler-Fizeau, à savoir delta lambda sur lambda égale V sur C. Et bien sûr, si j'ai parlé de cet effet Doppler-Fizeau, c'est parce qu'il va devenir essentiel pour comprendre ce qu'il arrive exactement à notre univers lorsque l'on regarde les galaxies extrêmement éloignées. Lorsque l'on regarde les galaxies extrêmement éloignées, eh bien, on constate que toutes les ondes électromagnétiques qu'elles émettent présentent un décalage vers les plus grandes longueurs d'onde, encore appelé décalage vers le rouge ou en franglais redshift. Donc une étoile ou une galaxie qui se rapproche de nous émet des ondes électromagnétiques qui semblent avoir une longueur d'onde plus petite qu'en réalité. On peut dire en langage courant qu'il y a un décalage vers le violet, puisque le violet correspond aux plus petites longueurs d'onde dans le domaine visible. A contrario, si une étoile ou une galaxie s'éloigne de nous, tout se passe comme si les ondes électromagnétiques qu'elle émet étaient décalées
vers les plus grandes longueurs d'onde, c'est-à-dire vers le rouge. Alors si j'ai mentionné tout cela, c'est parce que cet effet est essentiel quand on s'intéresse à des galaxies très lointaines. Pour des galaxies très lointaines, c'est un effet qui a été mis en évidence par Hubble, eh bien on constate, galaxies lointaines, qu'il y a systématiquement un décalage de longueur d'onde, delta lambda, vers le rouge, vers les plus grandes longueurs d'onde. Et ce décalage de longueur d'onde permet d'en déduire que la vitesse radiale de ces galaxies est une vitesse, petit v, de récession, d'éloignement. Or, lorsque l'on cherche à représenter cette vitesse en fonction de la distance des galaxies qui évidemment est très compliquée à estimer, on ne peut plus travailler avec des méthodes de parallaxe, on est obligé d'utiliser des étapes intermédiaires assez complexes, eh bien, on constate que ces diverses galaxies vont avoir présenté une relation quasi-linéaire entre la vitesse et la distance. Quasi-linéaire, évidemment, aux erreurs de mesure près. Et ça, c'est précisément ce qui se traduit par la loi de Hubble, V égale H, une constante, dite constante de Hubble, que multiplie D. Et cette constante de Hubble, H, est estimée être de l'ordre, alors V est classiquement mesuré en kilomètres par seconde et D en mégaparsec, c'est-à-dire en millions de parsecs. Dans ces conditions-là, la valeur estimée actuellement pour H est 70 km par seconde par mégaparsec. Alors cette relation de Hubble est essentielle pour comprendre ce qui arrive à l'univers. Cette relation et aussi des phénomènes mis en évidence plus récemment, comme par exemple le rayonnement du corps noir cosmologique, nous donnent à penser que l'univers est en expansion. Ce ne sont pas les galaxies lointaines qui s'éloignent de nous, de notre Terre, de notre système solaire, de notre galaxie. En fait, c'est tout le tissu même de l'univers qui se dilate. Et j'attire votre attention sur le fait que H, on l'a vu ici, 70 km par seconde par mégaparsec, H a les dimensions de l'inverse d'un temps. Eh bien, précisément, une façon très simple d'estimer, très grossière, qui ne tient pas compte de la gravitation et de nombreux effets correctifs, une façon très simple d'estimer l'âge de l'univers, c'est de se dire que 1 sur H représente cet âge de l'univers. Et je vous laisse le faire à titre d'application. Il va falloir évidemment traduire les mégaparsecs en kilomètres et aussi les secondes en années. Vous trouverez que 1 sur H est de l'ordre de 14 milliards d'années. Ce qui nous donne un premier ordre de grandeur de l'âge de l'univers qui est très probablement compris entre 10 et 15 milliards d'années. Alors toute cette perception de cette profondeur extrême de l'univers n'a été que très progressive. Aujourd'hui, il est possible d'observer dans le domaine radio des objets astronomiques appelés quasars qui présentent un formidable décalage spectral vers le rouge qui donne à penser qu'ils se trouvent aux confins de l'univers observable, à plus de 10 milliards d'années-lumière. Et bien sûr, ce n'est que très progressivement, grâce à tous les outils des mathématiques et de la physique, que l'on a commencé à mieux connaître notre système solaire, notre galaxie et l'univers. J'ai parlé d'outils et j'entends par outils aussi bien les méthodes de la trigonométrie et de mesure des angles que tous
les techniques instrumentales, que toutes les méthodes de l'astrophysique et surtout les méthodes qui ont permis à l'astrophysique de faire un bond en avant au XXe siècle, à savoir les moyens de calcul informatiques qui permettent de développer des modélisations extrêmement sophistiquées et aussi les techniques spatiales. Les techniques spatiales permettent à la fois d'explorer à distance l'univers invisible depuis la Terre par des satellites en orbite autour de la Terre qui permettent d'observer des longueurs d'onde cachées par l'atmosphère de la Terre, cependant que les sondes interplanétaires qui se déplacent dans le système solaire permettent d'aller voir directement ces objets du système solaire. Et j'aimerais terminer ce cours en parlant un petit peu plus en détail de ce que sont les orbites spatiales. Alors tout d'abord, les orbites des satellites. Satellites qui vont être en orbite autour de la Terre, et on a coutume de distinguer les orbites basses, entre 200 et 700 km d'altitude, disons 500 km d'altitude, et l'orbite géostationnaire, qui, par définition, est une orbite dans le plan de l'équateur à environ 36 000 km d'altitude. Alors, je vous laisse faire l'application numérique. Une fois de plus, nous allons utiliser la loi A3 sur P2 égale constante. Ici, nous sommes en orbite autour de la Terre, pas autour du Soleil, et donc nous allons devoir prendre la valeur G, M, où M est la masse de la Terre, sur 4pi carré. Alors, on prendra masse de la Terre égale à 5,97 10 puissance 24 kg. On veillera à bien noter que A, le demi-grand axe de l'orbite, c'est égal au rayon terrestre plus l'altitude. Et puisqu'avec cette formule, on travaillera en système international, on exprimera aussi bien le rayon terrestre que l'altitude en mètres. Et on trouve que pour une orbite basse, la période est de l'ordre de 1h30, alors que pour l'orbite géostationnaire, la période est de l'ordre de 24 heures. En toute rigueur, je devrais dire 23h56 et 4 secondes. Passons maintenant aux sondes spatiales. Alors une sonde spatiale ou une sonde interplanétaire va se déplacer de l'orbite de la Terre à l'orbite de la planète qu'elle veut explorer en utilisant le plus souvent des orbites balistiques, c'est-à-dire des orbites qui ne demandent pas pendant le trajet d'allumage de fusée et simplement la sonde va utiliser la gravitation universelle autour du Soleil pour aller de la Terre à la planète. Et l'orbite interplanétaire la plus économique est ce qu'on appelle une orbite de transfert de Hohmann. Supposons que ceci représente l'orbite de la Terre, donc autour du Soleil, que nous voulons monter vers une planète dont je représente l'orbite comme ceci. L'orbite la plus économique est une orbite qui est à la fois tangente à l'orbite de la Terre et à l'orbite de la planète. En toute rigueur, je devrais la dessiner dans ce sens-là. Nous partons de la Terre, T, et nous arrivons vers la planète en P. Alors, il est facile de calculer la durée du voyage sur cette orbite qui va nous amener de la Terre vers la planète. Le demi-grand axe de l'orbite dont j'ai figuré uniquement une moitié en rouge ici, ce demi-grand axe A', exprimé en unité astronomique, est égal à 1, le demi-grand axe de l'orbite de la Terre, plus A, l'orbite de la planète,
sur 2. Et donc, en utilisant encore une fois la troisième loi de Kepler, nous avons 1 plus A sur 2 à la puissance 3 qui est égal à P2, c'est-à-dire que la durée du voyage, une demi-ellipse, est tout simplement égale à 1 plus A sur 2 à la puissance 3 demi, racine carrée ici, que multiplie 1 demi. Et je vous laisse faire des applications numériques. Dans le cas de Mars, par exemple, ou dans le cas de Pluton. Dans le cas de Mars, dont la distance au Soleil est de l'ordre de 1,5 unité astronomique, nous allons trouver une période de 0,7 années. Dans le cas de Pluton, dont la distance au Soleil est de l'ordre de 40 unités astronomiques, nous allons trouver une période de 46 ans. Autant vous dire qu'à ce jour, aucune sonde interplanétaire n'est encore allée jusqu'à Pluton. Et les problèmes des voyages interplanétaires sont encore plus complexes, dans la mesure où, bien sûr, il ne s'agit pas de partir de la Terre n'importe quand pour arriver sur l'orbite de la planète. Faut-il que la planète soit à cet endroit-là au moment où la sonde arrive? C'est tout le problème des fenêtres de lancement. Ce premier cours était donc une introduction destinée à nous familiariser avec les objets de l'univers et avec leur distance à notre Terre. À cet effet, nous avons défini des grandeurs, nous avons vu des concepts physiques que j'aimerais vous rappeler très rapidement. Tout d'abord, quelques unités de longueur. L'unité astronomique, 1,496 10 puissance 11 mètres. L'année de lumière, 9,461 10 puissance 15 mètres. Le parsec, 3,086 10 puissance 16 mètres. Le parsec qui correspond pratiquement à 3,2 années de lumière. Les distances au Soleil. Les distances au Soleil des objets de notre système solaire. De Mercure, la planète la plus proche du Soleil, à environ 0,39 unités astronomiques du Soleil, jusqu'au nuage de Oort, aux confins du système solaire, à environ 100 000 unités astronomiques du Soleil. Ensuite, les distances des objets extérieurs à notre système solaire, appartenant à la galaxie ou à l'univers extragalactique. De Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche, à 4,3 années de lumière, jusqu'aux confins, jusqu'à l'horizon cosmologique, qui se situe à plus de 10 milliards d'années-lumière. Les constantes physiques maintenant. La vitesse de la lumière, de l'ordre de 300 000 km par seconde. La constante de la gravitation universelle, de l'ordre de 6,67 10 puissance moins 11 en système international. Et puis la constante de Stéphane, qui est une constante dérivée des constantes fondamentales et qui est de l'ordre de 5,67 10 puissance moins 8 en système international. Et enfin, les lois de la physique, gravitation, énergie, thermodynamique et électromagnétisme. Commençons par la loi de la gravitation universelle, c'est-à-dire la loi de Newton. Je n'ai fait que la mentionner. Et dans le cas du problème à deux corps, F égale G, M, M' sur R2. Conséquence de cette loi, les lois de Kepler. Si l'un des corps est beaucoup moins massif que l'autre, et les lois de Kepler vont s'énoncer en particulier pour la troisième loi de Kepler, sous la forme A3 sur P2, demi-grand axe période, égale G, M sur 4 pi carré. Loi de l'énergie, ou plus précisément de la conservation de l'énergie,
que nous traduirons sous la forme E égale C sur R2. Loi de la thermodynamique, j'ai parlé de la loi de Stéphane, en fait elle se déduit de la loi de Planck. Et elle s'énonce E' égale sigma T4, où T est la température absolue. Et enfin, électromagnétisme, notion de fréquence et de longueur d'onde. Avec F, la fréquence, égale C sur lambda, la longueur d'onde, et la formule de l'effet Doppler-Fizeau, que nous écrivons ici simplement dans le cas simplifié, lorsque la vitesse est beaucoup plus petite que la vitesse de la lumière, décalage en longueur d'onde, delta lambda sur lambda, égale V sur C. Ce sont ces lois que nous allons appliquer lors du prochain cours à des observations précises des étoiles, du Soleil, pour en découvrir toutes les propriétés. Nous parlerons plus précisément de la loi de Planck, nous parlerons de la température de couleur des étoiles, nous découvrirons les différentes couches du Soleil et en particulier son atmosphère, afin de mieux comprendre cet univers qui nous entoure. À bientôt.